Il est plus connu pour ses photos de Paris et de la banlieue que pour ses reportages au long cours. Et pourtant, Robert Doisneau a aussi voyagé à travers le monde. Et sa fille, Francine de Rodil, qui gère l'œuvre avec sa sœur, a ressorti des étagères de l'atelier Robert Doisneau 2 boîtes marquées URSS. Ça, c'est tous les souvenirs. Et voilà toutes les photos. En 1967, Robert Doisneau était parti 2 semaines en URSS. C'est le constat de l'état de l'URSS 50 ans après une révolution essentielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est très très loin du monde de la Russie d'aujourd'hui, quoi. Très loin. On a l'impression, en regardant les photos, que l'URSS est un immense chantier. Il y a des grues partout, il y a des immeubles qui poussent partout. Il y a quelque chose de très positif dans la manière, dans l'expansion, quoi. On a l'impression d'un pays complètement en expansion. Il était allé là-bas pour un numéro spécial du magazine du syndicat CGT, alors très lié au Parti communiste français. Il était vraiment très attaché à ce journal de la CGT pour lequel il se rendait toujours disponible. Et il était très content d'ailleurs, très content de partir faire ce voyage. Mais il nous racontait quand même qu'il avait, lui qui aimait tellement la liberté pour travailler, hein, qui aimait bien aller traverser en dehors des clous, là il n'en était pas question. Il avait toujours un regard d'ethnologue, quoi. Donc il y avait à la fois une connivence, parce que c'est des gens qu'il aimait bien, parce que ce qui se passait en URSS, ça l'intéressait beaucoup, qu'il n'avait pas envie d'être contre, mais en même temps, un sourire un peu dubitatif, justement, par rapport à la manière dont tout ça a été mené. Si la chronologie avait été possible, c'est qu'il retourne aujourd'hui. « 50 ans plus tard, c'est nous qui repartons à Moscou, avec dans nos bagages les tirages des images de Robert Doisneau. Les appareils photos sont remplacés par les téléphones. La place rouge et le Kremlin servent de décor aux selfies. Comment la Russie a changé en un demi-siècle? Que reste-t-il de la révolution de 1917? Les reporters français de 1967 n'étaient pas restés qu'à Moscou. Les autorités soviétiques les avaient emmenés jusqu'à Novosibirsk. La Sibérie a toujours fasciné avec notamment ses températures extrêmes, de moins 40 en hiver à plus 30 en été, mais toujours une glace à la main. On s'habitue au froid, on a toujours chaud, c'est pour ça qu'on aime toujours la glace bien froide. Elle est bonne la glace, grand-mère. Le régime communiste présentait le pays comme étant le paradis des prolétaires. Il était donc tout à fait logique que la première visite organisée soit dans une usine, Zavod en russe. C'est l'usine de réparation des locomotives de Novosibirsk qui avait accueilli les Français. Aujourd'hui, c'est Andrei qui nous montre leur petit musée. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'usines, dont la nôtre, qui ont été évacuées en Sibérie pendant la guerre. Cette migration de beaucoup d'ouvriers a concerné tout le pays. Vous y ajoutez la tradition industrielle de la Sibérie. J'imagine que tous ces facteurs ont été la raison de ce choix de montrer cette usine aux Français. Nous lui montrons les images de Robert Doisneau. Lyubov Tanakova, une des plus anciennes de l'entreprise, reconnaît sans hésiter le directeur de l'époque, pourtant photographié de dos.
Bien sûr que c'est lui avec son chapeau. Je reconnais le directeur de l'usine. Et ça, c'est la rue Zizeranetskaya. Il est venu chez nous à la plus belle époque. C'était le temps de l'épanouissement de notre usine. L'URSS se développait et partait à la conquête de la Sibérie grâce au chemin de fer. On lui avait montré les immeubles alors tout neufs où vivaient les valeureux travailleurs de l'usine. Oui, c'est bien ici, j'en suis certain. On a bien retrouvé l'endroit. Malheureusement, si on compare avec la photo, on voit que l'immeuble n'est pas en très bon état. On vous montrerait aujourd'hui quelque chose de plus moderne au centre-ville, avec de nouvelles technologies, de nouveaux moyens, pour que vous voyiez les choses sous un jour meilleur. Ce qui n'a pas changé, c'est que les Russes veulent toujours montrer aux visiteurs étrangers le meilleur de leur pays et de leur vie, quitte à oublier la dure réalité. Comment vous vous appelez? Alexandre Poulonine. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? J'habite ici depuis l'inauguration de cet immeuble le 6 août 1966. Là, c'est Slava. Sur la photo, le vieil homme de 87 ans reconnaît un des gamins. Il propose de nous accompagner pour essayer de le retrouver à travers ce quartier typiquement soviétique. Heureusement, les arbres ont grandi et masquent des façades décrépies. Mais personne ne connaît l'enfant de la photo, aujourd'hui retraité, quelque part dans ce quartier anonyme. Si en 67, Robert Doisneau avait été emmené jusqu'à Novosibirsk, c'est surtout parce que les autorités voulaient montrer aux Français une des plus belles réalisations de l'après-guerre en URSS, la création d'un quartier entier, presque une ville, dédiée au savoir, à la connaissance, à la recherche, Akademgorodok, la ville des académiciens. On y fait toujours des expériences sur les souris. Comme elles sont sympathiques. L'endroit a gardé une excellente réputation chez les scientifiques de Russie, et même au-delà. 60 000 personnes vivent dans cette cité construite au milieu des bouleaux et des pins. Bonjour et bienvenue dans notre musée appartement que l'on appelle Intégral. On a essayé de reconstituer ici un appartement typique pour des jeunes scientifiques dans les années 60 à Akademgorodok. C'était un énorme chantier à Akademgorodok. On en parlait beaucoup dans les journaux. Et c'était un immense honneur pour les jeunes scientifiques de pouvoir venir. On raconte l'histoire d'une étudiante d'Ukraine qui rêvait d'étudier ici. Elle a supplié son professeur de l'emmener avec lui. Il lui a expliqué que tout le monde voulait venir ici, que c'était impossible. Elle a continué à le supplier et il a fini par lui dire « Je te donne un problème mathématique et si tu arrives à le résoudre en une nuit, tu partiras avec moi ». Elle a réussi et elle est arrivée jusqu'ici. Si loin du pouvoir à Moscou, avec des habitants si cultivés, la ville s'est épanouie dans un air de liberté rare dans l'Union soviétique de l'époque. C'était certainement l'endroit le plus libre de tout le pays. Moi qui étudie toute l'histoire de cette ville, je suis certaine que l'on ne trouvait nulle part ailleurs en URSS un tel esprit libre et autant d'impertinence. Il y avait là des personnalités exceptionnelles comme le professeur Lyapunov, photographié par Doisneau. Lyapunov était très connu à l'époque. C'était quelqu'un de très respecté à Akademgorodok. Il parlait français et quand il y avait des invités français, c'est lui qui les recevait. Il aimait parler français. C'est comme ça qu'il pouvait le pratiquer. Nous avons mis sur notre site des films d'archives dans lesquels on voit Lyapunov. Ça, c'est un film de 1966. Ce sont des Français qui l'ont filmé à la veille de la visite de Charles de Gaulle à Akademgorodok. L'Olympiade que nous organisons maintenant se passe en 3 tours. Le premier tour,
C'est un tour qui se fait au moyen des problèmes que l'on publie dans les journaux. Et le professeur Lyapunov, spécialiste de génétique, a eu 2 filles dont l'une, Elena, vit dans un appartement à Moscou, au milieu des souvenirs de cette prestigieuse famille. Je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Entrez, je vous en prie. Une grande famille dont le destin a basculé avec la Révolution. Le professeur Lyapunov, élevé avant 1917 par du personnel de maison venu de France, avait accepté de partir vivre en Sibérie dans les années 60 pour y mener tranquillement sa carrière de chercheur. Ça, c'est une drôle de photo. C'est une mise en scène, une blague. Ça fait rire, mais ça ne reflète pas la réalité. Pour sa photo, Robert Doisneau avait déguisé le scientifique en sibérien congelé au milieu des meubles de style. De mon point de vue, s'il n'y avait pas eu de révolution, on aurait continué à se développer et on serait aujourd'hui l'un des pays les plus forts. Si cela avait continué comme avant la révolution, bien entendu que nous serions un pays beaucoup plus progressiste et beaucoup plus beau. Mais la révolution a tout cassé. Elle nous a ramenés je ne sais combien d'années en arrière. Pendant ce temps, à Akademgorodok, la vie universitaire continue dans un environnement idéal. Les parents, venus de toute la Russie et des anciennes républiques de l'URSS, sont toujours aussi fiers d'inscrire leurs enfants ici. Ici, il y a beaucoup de gens instruits, la culture, de bonnes facultés. C'est comme ça ici. Alors, on aimerait bien que notre fille fasse ses études ici. Excusez-nous. Une excellente réputation qui a séduit Michèle Debrenne, une Française qui a posé il y a longtemps déjà ses bagages en Sibérie et travaille pour l'université. Avec ses étudiants, ils vont regarder les photos de Doisneau. Cette photo, ça ressemble beaucoup à aujourd'hui. La seule différence, c'est le noir et blanc. Sinon, je ne dirais pas que c'est une scène qui vient d'une autre époque. Ce qui a changé, c'est que le gouvernement vient d'investir dans un bâtiment flambant neuf pour rattraper le temps perdu depuis la fin de l'URSS. C'est certain que nous sommes soutenus par le gouvernement russe pour montrer qu'il y a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui sont prêts à entrer dans la grande élite des universités mondiales. Ce qui surprend, c'est que l'on se retrouve au cœur de l'apprentissage pur, sans que le marché et le monde de l'entreprise viennent dicter leurs lois. Pour un chercheur venu de France, ce serait même en fait un avantage. Je travaille par exemple sur un appareil biomédical. L'objectif, ça va être vraiment d'améliorer avant tout la santé des personnes, donc avant tout la technique de l'analyse des échantillons sanguins par exemple, avant même de penser au fait de vendre chacun des appareils. Donc oui, je préfère ce côté plus humain que business. Ouais. C'est un monde fermé, c'est normal. Effectivement, ça peut sembler un peu passéiste, mais je pense que c'est pas vrai. C'est simplement parce que c'est un campus, et c'est un campus complètement consacré à la science et à la recherche et à l'enseignement. Oui, il faut certainement des applications, mais elles ne sont pas obligatoirement sur place là maintenant dans cette bulle. C'est une bulle, et c'est une bulle où il est fait bon travailler, il fait bon. L'activité intellectuelle, elle fonctionne bien. Comme elles sont belles, les jeunes filles.
Ma mère, elle cousait sa robe elle-même. Elle savait dessiner un patron. Et elle sait encore le faire sans avoir besoin de modèles dans les journaux. Regardez-les, on dirait les Beatles. Vraiment. Si Akademgorodok et Novosibirsk font encore penser à l'URSS, la Russie du XXIe siècle, elle est surtout à Moscou et en particulier dans cet endroit qui sort à peine de terre, Skolkovo. Sur des milliers d'hectares aux portes de la capitale, le gouvernement russe fait construire des centres de recherche, des universités, des clusters pour des entreprises de l'économie numérique. Bref, on l'appelle la Silicon Valley russe. Le décor est impressionnant. Et c'est sans doute là que l'on emmènerait un photographe à qui on voudrait montrer le meilleur de la Russie aujourd'hui. Mais ce qui fait la différence avec Akademgorodok, ce n'est pas seulement l'architecture, c'est aussi l'omniprésence du monde de l'entreprise. La vice-présidente de Skolkovo est séduite par les photos de Douaneau, mais elle a bien compris qu'elles viennent d'un autre monde, l'URSS. Regardez tous ces gens-là en photo. Ils sont ouverts sur le monde. Ils regardent vers l'avenir, droit devant eux. Ils n'ont peur de rien. Et même quand ils regardent de côté, ils sont inspirés par l'idée qui les unit. Moi, je pense que chaque génération répond aux demandes de son époque. Et aujourd'hui, il ne suffit plus d'attendre qu'il y ait une commande importante de l'État qui vous tombe dans les bras. C'est comme ça que l'économie planifiée fonctionnait. Aujourd'hui, on est obligé d'organiser notre vie, y compris la vie scientifique, dans le cadre de l'économie de marché. Et c'est le marché qui nous dicte ces règles. Le paradoxe, c'est que la Russie a perdu beaucoup de ses élites depuis la fin de l'URSS et l'ouverture du marché. C'est justement pour convaincre les jeunes cerveaux russes de rester au pays que Skolkovo a été créé. Installée ici, l'entreprise de prothèses Motorica en est un exemple. Skolkovo, c'est sans aucun doute une tentative de l'État de montrer aux jeunes générations, aux scientifiques comme aux entrepreneurs, que c'est dans l'intérêt de l'État qu'ils restent ici, pour qu'ils développent leurs idées scientifiques. Et plus important encore, qu'ils transforment ces idées en produits manufacturés qui seront demandés autant sur le marché russe qu'à l'international. Aujourd'hui, comme en 1967, toujours à Moscou, il faut se rendre au parc des expositions des républiques soviétiques. À l'entrée, l'incroyable statue de l'ouvrier de la Kolkhozienne, réalisée pour l'Expo universelle de Paris en 1937. En pleine restauration, le parc est en train de redevenir un endroit très à la mode, surfant sur la vague de nostalgie qui réhabilite l'URSS. Les jeunes mariés aiment y venir pour poser. À tout hasard, nous leur montrons une photo de Douaneau. Les gens tombent toujours amoureux. Ils se marient toujours, il n'y a pas de grande différence. Le temps passe, mais la tradition et la mode des mariés ne changent pas beaucoup. Robert Douaneau avait été emmené à l'exposition des réalisations de l'Union soviétique 50 ans après la Révolution. Aujourd'hui, une exposition interactive raconte l'histoire de la Russie. La religion orthodoxe et la victoire de 1945 qui sont omniprésentes, un choix assumé par les historiens du site. Bien sûr qu'il y a 50 ans, on les amenait dans des lieux emblématiques, là où devaient se refléter les réussites du régime soviétique. J'imagine qu'il s'agissait aussi de comparer. Un Européen qui découvrait ces photos au retour de ce voyage, il devait comprendre quelle est la différence entre sa vie et celle d'un soviétique. Mais 50 ans plus tard, difficile de comparer car il y a l'obstacle Poutine, son style, ses méthodes, sa main de fer sur le pays.
La Russie de 2017 serait incarnée par un seul homme et c'est tout le pays qui souffre de ce problème d'image, ce qui désole beaucoup de Russes. On pourra se comprendre l'un et l'autre, mais on ne se mettra jamais d'accord sur certains points. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre en opposition l'un face à l'autre. On doit juste accepter l'autre tel qu'il est. Il n'empêche que de voir Poutine et même Staline sur des mugs a de quoi choquer. En 1967, sur la place Rouge, Robert Doisneau était tombé sur une scène presque surréaliste, un défilé de mode Pierre Cardin en URSS. Pour la styliste Natalia Razbrodina, voilà un face-à-face étonnant entre la création venue de France et la triste rigueur soviétique d'alors. Pierre Cardin, il aimait les poses avec les jambes écartées, les bras tendus. C'était la mode dans les années 60, les motifs et les attitudes géométriques. Et je vois aussi que les gens sur la photo, ils sont étonnés, mais ils sourient tous. Pour le public soviétique, c'était quelque chose de tout nouveau. Le temple de la mode, c'est aujourd'hui le GUM, le grand magasin de la place Rouge. Mais c'est aussi le temple de la globalisation du luxe avec l'installation des plus grandes marques mondiales. Seule reste la passion des Russes pour les crèmes glacées. Robert Doisneau l'avait bien remarqué. Les gens ont changé. Ce ne sont plus les mêmes. Grégory Rievzine a écrit l'histoire de ce lieu emblématique qui existait déjà au moment de la Révolution de 1917. Un magasin appelé Gastronome y vend des produits très populaires à l'époque de l'URSS, à côté du caviar pour les touristes. On en aurait presque oublié les pénuries soviétiques. Je ne crois pas que cette photo soit de la mise en scène. Oui, bien sûr, on voit les saucisses et les jambons sur la table, des choses qui manquaient dans les magasins. Mais je me souviens qu'à cette époque, la table qui était préparée pour accueillir des invités était toujours très riche. Vous savez, on disait qu'il n'y avait rien dans les magasins, mais tout sur la table. Peut-on alors comparer 67 et 2017 ? Quel regard portons-nous, nous les Européens de l'Ouest, sur la Russie contemporaine ? Que ferait un Doisneau aujourd'hui ? Pour Grégory Rievzine, son pays a perdu beaucoup de son exotisme. À cette époque, tout le monde se posait la question, peut-on vraiment construire le socialisme ? Va-t-on y arriver ? Dans ce sens-là, on avait des choses à montrer et c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de globalisation, mais de banalisation. On est assis ici dans un café italien, on peut déguster un expresso en regardant le mausolée de Lénine. À l'époque soviétique, on n'aurait jamais pu imaginer regarder Lénine tout en buvant un café. C'était impensable et impossible. C'était un lieu sacré ici. Aujourd'hui, on peut changer le décor. Mettez par exemple le Panthéon à la place du mausolée de Lénine et ce sera Rome. Il n'y a pas de problème. Lénine n'est plus une idole. La révolution est oubliée, mais pas l'URSS. Le pays photographié par Robert Doisneau n'est plus si méconnu. Le reporter français de 2017 s'y déplace librement, pas comme à l'époque. Mais le citoyen russe s'en remet toujours à un chef, que ce soit le tsar, le Parti communiste ou Vladimir Poutine. Est-ce son choix ? Nous verrons dans 50 ans.